Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va lire les chapitres 5 et 6 de Infandome. 20 décembre, 20h14. Voilà fort longtemps que je n'avais pas écrit le fabuleux journal de Cassandre. Ma mère se ficherait de moi si elle savait que je tiens encore un journal intime à mon âge. Mais après tout, pourquoi pas? Aujourd'hui, j'étais affectée au secteur Amérique du Sud, ce qui m'a permis de passer du temps avec Maya. Les enrichissements installés dans son enclos ne la stimulent pas autant que ce qu'on espérait. Elle a un peu mordillé son ballon et l'a fait rouler, mais s'en est assez vite désintéressée. Par contre, elle joue plutôt bien avec les poissons congelés qu'on jette dans son bassin et elle se roule dans la neige avec plaisir. Ce matin, elle était très proche du grillage de la loge de nuit quand je suis arrivée pour la faire sortir. J'ai eu envie de passer mes doigts entre les mailles pour la caresser, mais je me suis retenue. Le chargé de collection a fini d'étudier les résultats du sondage réalisé auprès des visiteurs avant la fermeture hivernale du parc. Beaucoup se plaignent qu'on ne voit pas assez Maya. Elle passe presque toute la journée dans le fond de l'enclos, cachée derrière la végétation. En même temps, c'est normal, les jaguars sont des animaux discrets qui n'aiment pas trop rester à découvert. Il a été suggéré de créer une animation nourrissage pour inciter Maya à s'activer aux heures de forte affluence. J'adorerais m'en occuper, mais je ne pense pas que mon emploi du temps le permettra. Et puis ces trucs-là sont en général confiés aux gens du service pédagogique. Il faudrait en tout cas que je demande conseil à Anne pour imaginer de nouveaux enrichissements. Elle est éthologue, c'est son métier d'améliorer le bien-être des animaux, donc elle aura sûrement des idées pour Maya. Ça me fait tellement plaisir d'avoir retrouvé Anne. 20 ans après, c'est dingue, je n'en reviens toujours pas. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas une coïncidence. Nous sommes toutes les deux habitées par l'énergie qui fait de nous des sorcières, et cela nous a sans doute progressivement rapprochées comme une sorte d'aimant. Peut-être même que nos totems respectifs nous ont guidés l'une vers l'autre en influençant nos décisions. Anne n'a visiblement pas le même type de relation avec ses cobras que moi avec Théromax, mais je suis sûre que Spectre et Phobie sont capables de la diriger dans ses choix, sans qu'elle s'en rende compte. Ce qui m'étonne, c'est qu'Anne ne semble pas beaucoup les aimer. Elle parle d'eux comme s'ils étaient des nuisances dans sa vie. Un comble! Elle a pourtant de la chance que ces deux totems lui rendent souvent visite. Moi, ça fait bientôt 3 semaines que je n'ai pas vu Théromax. J'ai peur qu'il m'ait abandonnée parce qu'on s'est disputé le mois dernier. Il faut dire qu'il m'avait poussée à bout en faisant irruption dans mes rêves pour les transformer en cauchemars sanglants. Il voudrait que je tue un animal pour lui prouver que je suis aussi forte qu'un jaguar, sauf que je n'ai pas vraiment envie. Enfin, je ne sais pas, j'ai quand même un peu envie d'essayer, car ce doit être une expérience intense, mais je n'arrive jamais à me décider. Il y a quelque chose qui me bloque. Théromax affirme que je suis faible, et que je ne mériterai pas son respect tant que je n'aurai pas réussi à surmonter les barrières psychologiques que la société a érigées dans ma tête. Ça m'agace qu'il me traite de mauviette. Alors la dernière fois, je me suis emportée contre lui pendant un rêve et je l'ai insulté. Ensuite, c'était terrible, car il m'a griffé, mordu et plaqué au sol, en rugissant si fort que je suis restée paralysée de peur même une fois réveillée. Maintenant, il m'ignore, je suis toute seule, et je regrette de m'être disputée avec lui. Je veux qu'il revienne. Je ne sais plus quoi faire pour qu'il me pardonne et qu'il revienne. 24 décembre, 18h09. Hier, j'ai commis un petit délit. 2 en fait. Le vol et la tricherie. Le silence de Théromax me désespérait. J'en suis même arrivée au point de lancer un appel au Jaguar d'or, cet esprit dont j'ignore le véritable nom et qui ne m'est apparu qu'une seule fois, à l'issue de la ronde avec Mélanie. Il possède un pelage tacheté, comme celui de Maya. Je ne me rappelle pas bien notre rencontre, c'était il y a si longtemps. Pendant la transe qui m'avait saisie dans la cave de Mélanie, j'avais fait un rêve étrange. J'arrivais dans le jardin de la maison de mon enfance et regardais autour de moi avec curiosité, en me demandant ce que je faisais là. Soudain, le Jaguar d'or avait surgi d'un buisson. J'étais très effrayée, mais avais trouvé le courage de le saluer timidement tandis qu'il approchait. La seule autre chose dont je me souvienne, c'est que le félin m'avait parlé et que sa voix était différente de celle de Théromax. Impossible de me rappeler ce qu'il disait, malheureusement. Ce devait pourtant être quelque chose de très important, car je m'étais réveillée de ma transe en pleurs, et je vis depuis ce jour avec le sentiment d'une tragédie imminente. J'ai toutefois la certitude que le Jaguar d'or veille sur moi, même s'il n'est jamais réapparu. J'ignore s'il attend quelque chose de ma part. Peut-être reviendra-t-il lorsque j'arriverai à me remémorer les paroles qu'il a prononcées ce jour-là, quand j'avais 7 ans. En attendant, je n'ai pas pu m'empêcher de céder aux exigences de Théromax, du moins en partie, et j'ai commis mes 2 délits pour le convaincre de se manifester à nouveau. D'abord, j'ai volé un poulet dans les cuisines du zoo. Je pense que personne n'a rien remarqué, mais cela m'a néanmoins rendue nerveuse toute la journée. Je craignais qu'un collègue, pour une raison invraisemblable, décide de fouiller dans mes affaires et trouve le poulet emballé dans son plastique au fond de mon sac. C'est ridicule, mais ça m'a terriblement angoissée. Et la nuit dernière, j'ai triché,
en offrant à Théromax un oiseau que je n'ai pas tué moi-même. J'ai compensé cette tromperie en faisant preuve d'une grande application dans l'exécution du rituel et de la mise en scène. J'ai attendu qu'il soit 3h33 pour commencer. Cela n'a sans doute servi à rien, mais je pensais que choisir une heure symbolique donnerait plus de poids à la chose. Il faisait nuit noire. J'avais éteint toutes les lumières de l'appartement, à l'exception de petits lampions jaunes disposés en cercle autour de moi. Je les ai achetés car ils me font penser aux yeux brillants de Théromax. Après avoir repoussé tous les meubles et étalé par terre une nappe plastifiée, je me suis placée au centre de la pièce. Dans la pénombre luisait l'acier de mon plus beau couteau, le Kaitsuko Forestwood, doté d'une lame de 20 cm. Je m'étais également mise toute nue afin de prouver la sincérité de ma démarche. À 3h33, donc, j'ai commencé à réciter la comptine du jaguar, une sorte de petite histoire qui me tournait sans cesse dans la tête quand je m'étais réveillée de ma transe après la ronde. Elle envahissait mes pensées avec une telle insistance que j'avais fini par l'écrire, et je la connais aujourd'hui par cœur. Quand je la récite après m'être placée dans les conditions adéquates, elle m'aide à entrer dans une sorte d'hypnose. Ça fonctionnait très bien quand j'étais petite. Il me suffisait de la raconter une fois à voix basse pour sombrer dans un état second. J'ai cependant perdu cette aptitude en grandissant, et il m'est aujourd'hui très difficile de réussir une véritable auto-hypnose. Je continue néanmoins de réciter cette comptine quand je veux établir un contact avec Théromax. Elle se déroule ainsi. Par une nuit chaude et calme, un jaguar se promenait dans la forêt. Son corps était une ombre parmi les ombres, et il trottait d'une allure tranquille. Tap, 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 tap. Soudain, surgit d'un épais fourré, apparut un cerf. Le cerf dit « Bonsoir, jaguar. Vas-tu me manger ?» Et le jaguar répondit « Pas cette nuit, cerf. Je suis un peu fatigué, et je rentre à ma tanière. » Le jaguar reprit sa route en trottant. Tap, 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 tap. Un peu plus loin, se balançant à une branche, apparut un singe. Le singe dit « Bonsoir, jaguar. Vas-tu me manger ?» Et le jaguar répondit « Pas cette nuit, singe. Je suis fatigué et je rentre à ma tanière. » Le jaguar reprit sa route en trottant. Tap, 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 tap. C'est alors que, allongé au bord d'une mare, apparut un caïman. Le caïman dit « Bonsoir, jaguar. Vas-tu me manger ?» Et le jaguar répondit « Pas cette nuit, caïman. Je suis très fatigué et je rentre à ma tanière. » Le jaguar reprit sa route en trottant. Tap, 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 tap. Il était presque arrivé à sa tanière quand, traversant le sentier de la forêt, apparut une petite fille. La petite fille dit « Bonsoir, jaguar. Vas-tu me manger ?» Et le jaguar répondit « Pas cette nuit, petite fille. Je suis très, très, très fatigué et je rentre à ma tanière. » Le jaguar reprit sa route et parvint à sa tanière. L'entrée était un grand trou creusé dans la terre, et le jaguar s'y enfonça. Il rampa dans un long, très long tunnel qui descendait, descendait, descendait. Et il faisait si noir dans le tunnel que le jaguar ne voyait même pas le bout de son museau. Et il régnait un tel silence dans le tunnel que le jaguar n'entendait que le crissement de la terre sous ses pattes. Crch, 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 crch. Et le tunnel descendait, 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 descendait. Le jaguar descendit très loin sous le sol de la forêt, tout au bout du tunnel, jusqu'à enfin arriver dans sa tanière où il se roula en boule. Et il faisait si noir dans la tanière que le jaguar ne voyait même pas le bout de sa queue. Et il régnait un tel silence dans la tanière que le jaguar n'entendait rien d'autre que sa respiration. Le jaguar se sentit soudain extrêmement fatigué, et il s'endormit. Il sombra au cœur d'un profond sommeil, dans le secret de son antre, très loin sous la forêt. Et il rêva du temps où il marchait sur deux pattes. La chute m'a toujours laissé assez perplexe, je ne suis pas certaine de bien la comprendre. Dans tous les cas, j'ai récité une fois encore cette mystérieuse comptine hier soir, tout en découpant le poulet à même la nappe. Je me suis occupée des membres en premier lieu. C'était long, car je voulais faire ça correctement, alors que j'étais dans la pénombre et que j'utilisais ma technique favorite, qui n'est pas des plus simples. Elle consiste à découper les chairs autour de l'articulation, puis faire tourner celle-ci jusqu'à ce qu'elle cède et que le membre se détache. Il ne reste alors qu'à sectionner les derniers tendons et filaments qui le relient au reste du corps.
J'ai souvent l'occasion de m'entraîner quand je prépare la nourriture des animaux du zoo. Parfois, l'articulation se désolidarise assez vite, mais avec certains poulets, l'opération nécessite de faire un grand nombre de tours. Une fois les membres séparés, j'ai coupé la tête à la base du cou, puis j'ai creusé plusieurs plaies profondes dans le corps afin de faire sortir un peu de sang. Il n'y en avait malheureusement pas beaucoup car ce poulet avait déjà été saigné à l'abattoir, mais j'ai pu récupérer de quoi écrire le nom de Théromax sur la nappe à la lueur des lampions. Ensuite, j'ai un peu hésité. J'ai d'abord positionné une aile au-dessus des lettres rouges, la seconde au-dessous et les pattes de chaque côté. Comme ça ne rendait pas très bien à mon goût, j'ai essayé divers agencements avant d'opter pour une solution où les deux ailes se trouvaient de part et d'autre des lettres, avec les pattes au-dessous. Cela donnait l'impression que le nom de Théromax faisait office de corps à un poulet sans tête. C'était d'un bel effet. J'ai pris plusieurs photos pour garder un souvenir. L'étape suivante nécessitait de se mettre dans un état d'esprit particulier. Pour m'aider, j'ai lancé la playlist que j'écoute lorsque je veux me mettre en condition pour communiquer avec mon totem. Je tenais le cou tranché du poulet entre mes dents, car je sais que Théromax apprécie ce genre de détails. Mes deux mains étaient refermées sur le manche du couteau et je me suis doucement balancée d'avant en arrière. J'ai récité plusieurs fois la comptine pour abaisser les barrières de ma conscience et pouvoir lancer mon appel par-delà les ténèbres. Je demandais pardon à Théromax de l'avoir insulté, je lui disais vouloir le rendre fier, et je lui promettais de faire des efforts pour devenir aussi forte qu'un jaguar. Pour finir, je l'ai supplié de revenir me voir car il me manque beaucoup. J'ignore s'il m'a entendu. Si oui, j'espère qu'il a trouvé mon rituel à la hauteur et que je ne l'ai pas vexé en utilisant un animal que je n'avais pas tué moi-même. À bien y réfléchir, j'aurais peut-être dû choisir un lapin. Il y en avait de très beaux dans la chambre froide du zoo. Ils n'étaient même pas dépecés, leur fourrure était parfaite. Je me suis laissée influencer par Anne. Elle étudie le comportement des poules dans le cadre de son travail, donc j'ai choisi une volaille pour faire une dédicace spéciale à mon ami. Les 4 heures de route entre Jarville-la-Malgrange et Rueil-Malmaison passent beaucoup trop vite. Anne ne se sent pas prête alors qu'elle s'engage dans la rue calme où résident Héloïse et son compagnon. Ce quartier résidentiel, composé de jolies maisons assorties de charmants jardins, à seulement 10 km de Paris, lui donne la nausée. Une jalousie insidieuse se répand en elle en découvrant le domicile de sa sœur. Elle n'a rien obtenu par elle-même. Son seul mérite est d'avoir mis le grappin sur un type riche. Thomas travaille dans le marketing. Anne ne se rappelle pas sa profession exacte et s'en contrefiche, mais force est de constater que cela paye bien mieux que l'éthologie appliquée. La jeune femme observe d'un œil noir les décorations de Noël qui clignotent dans le jardin et sur la façade. Elle distingue une voiture au profil racé par-delà le portail de fer forgé et hésite à laisser sa propre épave garée devant la maison, par crainte de gâcher le tableau. Tant pis, je les emmerde. La nuit est froide et venteuse. Anne franchit le portail, s'avance dans l'allée, puis fait demi-tour pour aller chercher le cadeau qu'elle a oublié sur le siège passager. La porte d'entrée s'ouvre à l'instant où elle attrape le paquet. Héloïse apparaît sur le seuil, rayonnante. Pile à l'heure pour nous aider à dresser la table. Tu as fait bonne route ? Anne marmonne une réponse incompréhensible et traverse le jardin sans grand enthousiasme. Elle ose à peine lever les yeux vers sa sœur, dont l'apparence diffère si cruellement de la sienne, en dépit de leur gémellité. Héloïse est svelte, élégante, avec une peau sombre au teint parfait et une chevelure d'ébène soigneusement lissée. Sa beauté n'est égalée que par celle de son homme. Anne se sent défaillir lorsque Thomas vient l'accueillir à son tour. Cheveux châtains soyeux, regard bleu intense, visage harmonieux. L'archétype du tombeur ambitieux lancé sur la voie du succès, qui aime les voitures de sport et les fringues de luxe. Anne l'avait déjà vu sur les photos dont sa jumelle inonde les réseaux sociaux, mais le rencontrer lui inspire un profond malaise. Il doit se demander, derrière son sourire amical, comment est-il possible que le laidron qui se tient devant lui possède un génome identique à celui de sa splendide compagne. Il a toutefois l'habileté de ne pas trahir ses pensées. « Je parie que ce sont des spécialités gastronomiques du Grand Est », déclare-t-il en désignant le paquet qui encombre les mains d'Anne. « Comment as-tu deviné ?»« C'est mon boulot de savoir ce que les gens aiment acheter. Entre donc, je vais prendre ton manteau. » L'accueil chaleureux de ses hôtes ne parvient pas à dissiper l'impression de gêne que la jeune femme éprouve au sein de la demeure sophistiquée où elle pénètre. Les lieux semblent trop propres, trop ordonnés. Les objets sur lesquels son regard se pose lui paraissent sortis d'un catalogue de décoration. Une froideur désagréable se dégage de l'ensemble. Quel endroit affreux! Tout a l'air faux et mort.
Soucieuse de rester éloignée de Thomas et son charme fatal, elle suit sa sœur dans la cuisine en prétextant vouloir l'aider avec les plats. Héloïse n'a visiblement pas remarqué son inconfort. « Je suis contente que tu sois venue. Ça me désolait de t'imaginer passer Noël toute seule. »« Tu m'as donc invitée parce que je te fais pitié ?»« Mais non, Anne, arrête de mal interpréter tout ce que je dis. »« Ça ne m'aurait pas dérangé de rester seule, j'ai l'habitude. »« Moi, ça m'aurait dérangé. »« Bon alors, quel est ton verdict ?»« À propos de quoi ? » ?»« Devine. »« Votre maison ? Elle est très jolie. »« Je te parle de Thomas, enfin !»« Ah, il a l'air très bien aussi. » Héloïse éclate de rire. « Tu es vraiment incroyable. Je sens que la soirée va être drôle avec toi. » Anne ne répond rien, quelque peu vexée par cette remarque qu'elle ne sait comment recevoir. Il lui est devenu difficile de décrypter le comportement de sa jumelle. Sans doute un effet de l'éloignement. Elle décide toutefois de mettre de côté sa susceptibilité pour aborder le sujet qui l'a convaincue de ne pas annuler sa venue. « Je t'ai raconté que j'ai retrouvé Cassandre ? » ?»« Oui, et alors ? » ?»« On discute beaucoup de nos expériences en lien avec le monde derrière l'obscurité. Ça m'a fait me poser des questions, alors je me suis lancée dans une sorte d'étude. Je veux rassembler toutes les connaissances possibles à ce sujet pour ensuite les analyser. » »« Quel intérêt ? » ?»« J'aimerais comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces phénomènes. Il doit forcément y avoir une logique dans tout ça. Des règles, des principes, des lois, comme en physique ou n'importe quelle autre science. Si je peux théoriser ces choses étranges qui nous relient toutes les trois, peut-être qu'on pourra apprendre à les contrôler, afin qu'elles cessent de perturber nos vies. Tu voudrais bien me raconter tes propres expériences ? Je pourrais ensuite les inclure dans... Anne s'interrompt en voyant le visage de sa sœur se fermer brutalement. Celle-ci claque la porte de la cuisine après s'être assurée que Thomas n'est pas dans les parages. Tu ne devrais pas laisser ce sujet occuper tes pensées, c'est dangereux. Il n'y a rien de dangereux à rédiger une étude. Tu as donc oublié ce qui s'est passé lorsqu'on était petite. Ta curiosité va t'entraîner sur une pente glissante. Nous sommes déjà sur cette pente. Les Hamadryades viennent hanter mes nuits et Cassandre est visitée par une espèce de dieu jaguar. Un dieu jaguar ? C'est son lien avec le monde derrière l'obscurité. Je suis d'ailleurs en train de chercher un autre nom pour désigner ce truc, quelque chose de plus scientifique. Et j'aimerais vraiment savoir à quoi ressemblent tes expériences. Tu ne m'en parles jamais. Parce que je n'en ai pas envie. Laisse tomber cette lubie avant qu'il soit trop tard. Ce n'est pas une lubie, mais une démarche très sérieuse. Pourquoi tu réagis comme ça ? 3 petits coups sont frappés à la porte. Thomas apparaît sur le seuil de la cuisine. « Tout va bien ici ?»« Très bien », s'empresse de répondre Héloïse. « On va pouvoir passer à table, c'est prêt. » Les premières minutes du dîner se déroulent sans anicroche. Héloïse et Thomas se montrent enjoués et bavards, cependant qu'Anne peine à simuler une bonne humeur qu'elle n'éprouve pas. Quelle amère déception. Elle qui s'imaginait tenir de passionnantes conversations avec sa jumelle n'a maintenant plus d'autre perspective que de l'écouter, elle et son prince charmant, déblatérer des banalités absolues. La jeune femme ne sait que répondre lorsque Thomas l'interroge sur sa vie et son activité professionnelle. Elle considère un moment l'éventualité de s'inventer une existence palpitante pour ne pas perdre la face, puis se résout en fin de compte à avouer la triste vérité. Ses descriptions du poulailler-usine et de son quotidien morose créent un silence embarrassé autour de la dinde de Noël, dont la présence n'est d'ailleurs pas sans rappeler le destin tragique qui attend les pondeuses du hangar numéro 2. Anne se sent étrangement satisfaite à l'idée d'avoir assombri l'ambiance trop parfaite de ce repas idiot. Victoire ridicule parmi ses nombreuses défaites. « Et toi, Héloïse, tu te plais toujours à l'Institut Pasteur ?»« Ce n'est pas aussi bien que je le croyais. J'envisage de partir. »« Sérieusement ? C'est pourtant une institution très prestigieuse. » »« Le prestige ne fait pas tout. Quand j'ai accepté de devenir assistante, on m'avait dit qu'un poste plus important allait bientôt se libérer et qu'on me le réserverait. Sauf que ces connards ont décidé de recruter quelqu'un d'autre après m'avoir fait miroiter cette promotion pendant des mois. »« Ah mince. Mais ton travail actuel n'est pas si mal. »« C'est toi qui le dis. Je passe mes journées à me taper toutes les tâches subalternes que personne n'a envie de faire. Remplir des lignes de tableau Excel, classer des dossiers, écrire un compte-rendu de réunion à laquelle on ne me laisse participer que pour faire de la figuration. Mais c'est déjà mieux qu'étudier des poules névrotiques au fond d'un trou perdu. Et alors, je devrais m'interdire de me fixer des objectifs plus ambitieux parce que tu n'as pas réussi à atteindre les tiens ? » Anne en reste bouche bée. Thomas tente d'apaiser la situation. « Vous savez quoi ? Ces Mirabelles de Lorraine sont fantastiques. Et je sais de quoi je parle. Ma boîte travaille régulièrement avec un client dans le Grand Est. C'est une très belle région. Il y a plein de chouettes endroits pour faire du tourisme, avec tous ces lacs et ces grandes forêts. » Anne se sent parcourue de légers tremblements. Elle a envie de pleurer et se déteste pour cela.
si faible, si émotive face à une Héloïse au courroux altier qui vient de l'envoyer au tapis d'une seule réplique. L'humiliation la consume. Si elle pouvait disparaître, s'enfouir au plus profond d'un terrier obscur pour se soustraire au regard accusateur de sa jumelle. Un nœud froid se noue dans son ventre puis remonte vers sa poitrine, anneau après anneau. Anne entend le souffle de Spectre avant d'apercevoir ses écailles blanches enroulées autour d'elle. Le cobra se dresse tout à coup face à ses hôtes en déployant sa collerette, puis ouvre une gueule d'un noir aussi insondable que celui de ses prunelles et se met à cracher comme un chat en colère. Il est immense. Son corps musclé se hisse sans difficulté à hauteur du visage d'Héloïse pour la fixer droit dans les yeux. Sa collerette emplit le champ de vision d'Anne, qui sent le serpent inspirer puis expirer contre son ventre, alors qu'elle-même a le souffle coupé. La voix de Thomas s'élève quelque part derrière l'écran d'écailles opalescentes. « Est-ce que tout va bien ?» La jeune femme l'entend à peine à travers les sifflements de Spectre qui gonflent son corps pour mieux cracher à la face d'Héloïse. « Anne !» s'exclame celle-ci. Ce cri l'arrache à sa stupéfaction muette. Glissant les mains sous la table afin que Thomas ne remarque rien, elle saisit le cobra et rassemble ses forces pour le plaquer sur ses genoux. Le reptile lui échappe, se retourne, puis la mord au bras. Ses crochets immatériels ne percent pas la peau ni ne provoquent la moindre douleur. Pourtant Anne les sent s'enfoncer dans ses chairs pour y injecter une dose massive de venin. Spectre s'évapore aussitôt après avoir infligé sa morsure. « Pardon, je dois aller aux toilettes. » La jeune femme quitte la table en catastrophe, manquant de renverser sa chaise. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'inquiète Thomas en se levant à son tour. Elle s'enfuit par la porte la plus proche, ne se souciant guère de passer pour une folle auprès du compagnon de sa sœur. Celui-ci ne possède pas la sensibilité psychique nécessaire pour détecter les esprits. Héloïse, en revanche, aura vu Spectre se dresser devant elle. Jamais pareille chose ne s'était produite. Jamais Anne n'aurait cru la Madriade capable de menacer sa jumelle. Elle s'enferme dans une pièce au hasard. Ses doigts cherchent à tâtons l'interrupteur, puis, sous la lumière du plafonnier, elle relève sa manche et aperçoit 2 gouttes de venin à l'endroit où les crochets ont frappé son bras. Un venin noir semblable à de l'encre. Merde! Anne regarde autour d'elle dans un réflexe dérisoire, consciente qu'il n'existe aucun remède à cette morsure. Sa vision se trouble déjà, des vertiges la font vaciller. Elle s'effondre.